Togo, meilleur taux de bancarisation dans l'espace UEMOA. On va parler de cela tout à l'heure, mais bien avant, on va continuer le débat sur le G5 Sahel qui a, selon le président nigérien Mohamed Bazoum, du plomb dans l'aile. Alors, comme Valentin Mayaba, vous avez voulu ajouter quelque chose? Oui, j'ai voulu ajouter quelque chose par rapport à l'activité que mènent les pays membres de ce G5 Sahel. Je le disais ici que on a tendance ou on a l'impression que le G5 Sahel ne sait pas ce qu'il veut. C'est-à-dire que ces pays aujourd'hui, ce n'est pas à quelqu'un de leur dire il y a telle situation qui se pose à toi. Mais pourquoi sa création? Les gens ont compris. Parce que avant même qu'on ne mette en place le G5 Sahel, c'est-à-dire que les pays membres ont constaté qu'il y a un problème autour des pays qui ont en difficulté peut-être les djihadistes, c'est-à-dire que la migration, comme il le disait, qui a quitté la Libye, migrant vers le Sahel et tout, qui crée quand même de la désolation. Donc, dès la mise en place de ce G5 Sahel, en principe, on devait penser aux stratégies qu'on peut mettre ensemble pour mettre en place une force quand même solide pour pouvoir lutter contre le djihadisme. Parce que c'est justement pour ça qu'ils ont créé le G5 Sahel. Aujourd'hui, on est face aux réalités. On est face aux réalités. Il fallait pas, attendre quand même que, c'est-à-dire qu'on soit submergé d'abord avant de peut-être réagir. Je dis non. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ils trouvent que ils ont des difficultés et que depuis longtemps, ces difficultés n'ont pas été expérimentées. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu à prendre en compte ces difficultés-là et trouver éventuellement des solutions. C'est ce qui est le problème maintenant. Mais quand on me dit que non, le G5 Sahel, mais qui est derrière le G5, ce n'est pas la France. Quand on organise le G5 Sahel, il y a le représentant de Macron qui va là-bas, qui tient des discours avec ces personnes-là. C'est-à-dire que ce que nous disons, il n'y a pas quand même une organisation sous-régionale ou régionale qu'on s'organise sans la main de la France. Vous allez voir que depuis longtemps, quand on n'a pas pu mettre en place cette force-là, vous allez, peut-être quand vous faites des investigations, vous allez constater que même la France est derrière, qu'on ait une force solide, puisque quand cette force existe, la force Barkhane ne va plus signer des contrats avec des pays qui sont membres de G5 Sahel et qui vont intervenir. C'est de ça qu'il s'agit donc ici. Il faut... Donc, vous voulez une force sous-régionale mais sans les guillons de la France. Justement, c'est-à-dire que quand vous voyez que la France est derrière une force, elle va toujours s'affaiblir parce que plus la force commence à prendre quand même forme, moins la France aussi perd. Donc ça fait que on fera ici, tout. Ici, c'est les finances. Pourquoi la France, qui, selon vous, est derrière le G5 Sahel, n'arrive pas à mobiliser des partenaires pour financer le G5 Sahel? Et maintenant, quel serait son intérêt s'il finançait le G5 Sahel? C'est les mêmes intérêts. Non, pas les mêmes intérêts parce que, non, aujourd'hui, c'est par exemple quoi? Quand la France a été au Mali, il y avait des accords qu'ils ont signés avec la France, je crois bien. Le Mali a signé un accord avant d'intervenir, il y a un accord qui se signe. Quand il quitte là-bas, il va au Niger, il y a un accord aussi qui signe avec le pays. Donc, ça veut dire que si les forces que vous voyez, il y a une force qui peut lutter facilement contre ces choses, on aura un financement pour le G5 Sahel et la France n'interviendrait plus. Donc, c'est une question de stratégie, c'est une question de... Le financement, selon vous, où le trouver? Où le trouver aujourd'hui? Je crois que si on peut demander le financement sous toute autre forme, parce que quand un partenaire met les moyens, c'est en contrepartie, nous le savons. Moi, c'est pourquoi je dis les pays, les 5 pays quand même, doivent quand même avoir des coups de France pour chercher des moyens. C'est-à-dire que se mettre sur certaines pesanteurs justement, pour amener les gens, les partenaires à y mettre, parce que même s'il y a des contreparties, que ces contreparties soient clairement signifiées. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas les moyens, vous le demandez, vous allez peut-être signer des accords avec des personnes, mais il faut que ce soit des accords quand même, qui soient des accords bien établis, pour que demain, que quelqu'un ne vienne pas dire que l'autre a trahi, tel a trahi l'autre. Non, je crois qu'aujourd'hui, il est question qu'on cherche des moyens. Ces moyens, on a parlé de combien de milliards d'euros, de millions d'euros. Je crois que c'est beaucoup de moyens. Mais quand c'est 423 millions. Voilà, c'est beaucoup de moyens. Mais je crois qu'avec ce que l'ONU et les forces onusiennes, avec même le truc là, si les gens ont ils ont à cœur le problème
du djihadisme dans le Sahel, je crois que les partenaires ne vont pas quand même manquer à aider ces pays-là à sortir de cette situation. Même question à vous, où trouver les financements? C'est pas évident. Déjà, la force Barkhane coûte 1,03 milliard Oui. de francs d'euros à l'ONU. Parce que même si la France apporte quelques 400 et quelques millions d'euros, cela ne suffit pas pour boucler le budget d'abord de la force Barkhane qui était déjà sur le terrain et qui est opérationnel. Tandis que le G5 Sahel, c'est maintenant, on l'a institué. Il était là depuis seulement qu'il n'était pas... Même si le G5 Sahel était là, mais il fallait organiser ce G5 Sahel-là pour qu'elle puisse prendre la relève. Ce que je dis est très prépondérant, à mon avis, c'est que la création du G5 Sahel n'est pas une émanation de la France. Il y avait beaucoup de forces sur le terrain et je crois que tout le monde a intérêt à ce qu'on résolve une fois pour de bon le problème du terrorisme dans le Sahel. Et donc tout le monde avait participé à cette conférence-là, mais comme ce sont les premiers pays intéressés par ce terrorisme-là, ils sont les 5 à former le G5 Sahel, c'est-à-dire que vous avez ces groupes-là qui sévissent sur vos territoires, vous avez déjà vous-même des moyens pour les combattre. Maintenant, mettons ensemble. Mettons ensemble. La pression politique de la France qui fait que les gens disent souvent que la France serait derrière, puisque le G5 Sahel est composé du Tchad, du Niger, du Burkina, du Mali et de la Mauritanie. Voilà. Ce n'est pas cette pression qui fait dire aux gens que Quel genre de pression? Je veux pression savoir. politique, pression militaire, pression on peut tout dire, on peut De tout toutes dire. les façons. On peut tout dire. Oui. Je crois que il faut pas quand même voiler les choses. Aujourd'hui, c'est vrai que la mise en place du G5 Sahel, ce n'est pas la France. Mais une fois que il y a cette mise en enfin, le G5 Sahel a pris forme, la France s'est activée derrière. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas me dire que quand cette conférence s'organise, pourquoi est-ce que toujours il y a le représentant de la France qui répond présent? C'est-à-dire que c'est un partenaire Non, je ne militaire, refuse un pas. partenaire politique, un partenaire financier. Non, je ne refuse pas. Les finances s'imposent aujourd'hui. Peut-être que la France peut aider également. Oui, vous le dites, la France peut aider. Mais vous pensez que la France va aider sans quand même avoir son mot à dire là-dessus? C'est pas seulement la France dans ce cas. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Mais ici, c'est que celui que nous voyons visiblement, c'est la France. C'est-à-dire que lors de ces conférences, c'est la France parfois même qui est représentée et qui se fait représenter par peut-être, je crois, le président de la Défense, qui parle au nom de la France et tout ça là. Donc je crois que quand vous regardez un peu le schéma, vous allez voir que ce n'est pas pour rien que la France a toujours son droit de regard dans ce qui se fait dans le G5 Sahel. Moi, je le dis parce que la France ne peut pas intervenir dans un pays. C'est vrai que sur la forme masquée, on dit non, c'est pour apporter de l'aide aux pays en difficulté et tout. Mais derrière, je vous dis, c'est de gros contrats, c'est de domination de pays en pays qui continue de faire. Ça fait que, quoi qu'on dise aujourd'hui, c'est terrorisme. C'est né de tout ça là. Je crois qu'il faut quand même recommencer à redéfinir les dimensions et pouvoir penser éventuellement à chercher nos problèmes, à nos propres problèmes, les solutions à nos propres problèmes. Penses-tu que nous pourrons trouver les moyens pour le G5 Sahel en Afrique? Si on se donne les moyens, on peut. Je ne crois pas. Ah non, on peut. D'abord, il faut voir, la France a tenté en organisant quand même un appel de fonds pour le G5 Sahel. Mais combien a-t-on récolté? Oui, c'est ce qui me pousse à dire. Oui, mais il faut c'est un truc de... Moi, je me dis que la lutte contre le terrorisme n'est pas forcément une émanation des pays africains. On a besoin... Imaginez-vous que ce qui se passe dans le Sahel aujourd'hui, on n'arrive pas à réussir malgré tout ce qu'on met en place comme dispositif. Les services de renseignement américains, les bases aériennes françaises et anglaises et hollandaises et tout ça, mais on n'arrive pas
à venir à bout de ces djihadistes-là. Ça veut dire que, quelque part, il faut encore plus de moyens. Non, On ne peut pas- vous oubliez que ces personnes-là, quand ils viennent, ce n'est pas pour mettre fin au djihadisme. Parce que quand ils mettront fin au djihadisme, ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas, ils ne veulent pas. Non, mais Eric, écoutez, disons-nous la vérité, ces personnes, aujourd'hui, les puissances, c'est que nous ne voulons pas comprendre, les puissances occidentales ne veulent pas que l'Afrique ait de la tranquillité. Ils ne travaillent pas. C'est une réalité, c'est une réalité qui est Ils ne vivante. travaillent pas seuls. Le Ils ne travaillent- aujourd'hui, ou bien la rédemptrice, si ça se dit, c'est la Russie. Oui, c'est la Russie. C'est la Aujourd'hui, Russie qui fait il le faut. bon boulot. Non, C'est-à-dire la Russie, quoi qu'on dise aujourd'hui, n'a pas encore Puisque pris. vous avez dit force occidentale. c'est pourquoi Oui, je pose la quand question. je dis force ordinaire, le Il y plus a la souvent, Russie dedans. c'est eux que nous voyons Il y a tout le monde. devant qui font leur Vous le jeu de permettez, show. on va filer au pays Mais de- non, je vais terminer rapidement pour dire que quoi qu'on dise, nous n'allons pas dire qu'on ne veut pas. On ne peut pas me dire qu'au Mali, on ne veut pas finir avec le terrorisme. C'est quoi? On peut finir avec le terrorisme, enfin le djihadisme. On peut finir, on peut finir avec. Mais je vous dis, les gens vont toujours entretenir cet aspect-là pour que le terrorisme, enfin le djihadisme ne finisse pas dans le Sahel. Parce que les intérêts qui s'y trouvent dépassent même ce dont vous vous plaignez. Je crois que c'est une question africaine. C'est pourquoi nous devons penser, quand on dit on ne peut pas avoir les moyens pour mettre en place le G5, ça puisse fonctionner, je dis non. C'est une question d'idéologie, c'est une question d'amour, c'est une question de stratégie, afin que nous puissions pousser à ces gens de difficultés. Nous avons toujours fait appel à ces pays étrangers, à ces occidentaux et tout ce que nous connaissons, mais depuis là, nos problèmes demeurent. Est-ce que pas tant pour dire que nous n'avons pas, ces forces-là n'ont pas la capacité de pouvoir lutter contre ces djihadismes? Je dis non, mais ça veut dire qu'il faut comprendre que derrière, il y a des gens qui maintiennent, qui entretiennent le suspense et que nous ne pouvons pas démanteler. On va filer au pays du général Yark. C'est le Togo. En 2020, le taux de bancarisation a progressé de 7%, preuve que les Togolais font de plus en plus recours aux établissements financiers plutôt que de conserver l'argent à la maison. En 2020, précisément 78 597 nouveaux comptes ont été ouverts. Eric Johnson, pour être clair, le taux de bancarisation désigne le pourcentage de ménages ayant au moins un compte en banque. Pas totalement, parce que les gens ont des comptes en banque, mais c'est des gens qui utilisent quand même, qui font recours à des établissements financiers pour faire des opérations. Parce que on parle aussi de la monnaie électronique, des comptes visa électroniques qu'on utilise. Ça aussi, ça fait partie des moyens qu'on utilise par rapport aux établissements financiers. Et donc, je crois que tout ça, englobé, c'est ça que nous disons, le taux de bancarisation. Et donc, je crois que... Alors, que retenir concrètement? Oui. Le Togo meilleur dans la zone dans la UEMOA. zone UEMOA, tout simplement parce qu'il y a une politique nationale qui est mise en place pour permettre quand même aux Togolais de sécuriser leurs moyens financiers et d'utiliser les établissements financiers pour certaines opérations, surtout quand on a besoin de financer l'économie, puisque nous savons que nous sommes à plus de 80% une économie informelle. Et donc, pour financer l'économie informelle, il faut aider les gens à pouvoir avoir des moyens financiers. Et donc, ils utilisent les établissements financiers pour financer finalement cette économie informelle. Parce que quand vous voyez tous les programmes mis en place par le gouvernement, c'est pour quand même aider les foyers à pouvoir avoir des moyens et développer des activités. Et donc, ce qu'il faut retenir finalement, je pense que c'est parce qu'il y a une politique qui est mise en place et qui permet aux citoyens d'utiliser ces moyens-là pour pouvoir faire des opérations. D'abord, ça permet de sécuriser l'argent, les moyens financiers qu'on a. Ça permet d'avoir aussi des crédits à travers ces établissements
financiers-là. Et également, ça permet de faire des opérations entre citoyens. Et donc, je crois que tout ça là, englobé, permet aujourd'hui de faire quand même une bonne économie informelle dans le pays. Alors, comme Valentin Mayaba, sécuriser les sous, faire du crédit, faire des opérations financières, cela veut dire que les Togolais doivent travailler. Et vous pensez, vous avez le sentiment aujourd'hui que beaucoup de jeunes Togolais travaillent? Non, il y a même dans la formulation de choses, il y a un aspect, je ne comprends pas quand on dit Togo meilleur taux de bancarisation dans le mois, c'est de quelle année à quelle année? Je ne sais pas si c'est depuis quand, puisque quand on parle de meilleur taux, ça doit peut-être partir d'une année à une autre. Je ne sais pas si c'est de Ici, quand nous à avons quand. les chiffres de 2020 précisément. Voilà, d'accord, là ça se comprend. Donc, c'est de 2020. Voilà, de 2020 peut-être, ça voulait dire. Donc c'est justement, c'est pas, par rapport à ça, je voulais réagir pour dire que, vous avez vu que depuis pratiquement, je crois, les dernières élections, il y a le plan, je crois que, non, c'est 2000, oui, il y a le plan, le programme gouvernemental qui axe ses préoccupations sur 3 axes prioritaires, hein, je crois du PND plutôt, qui a mis, il y a 5 axes prioritaires que le chef de l'État avait quand même pris comme bâton de pèlerin pour pouvoir mener ou piloter. Et donc, au nom de ce programme, il y a quand même une part qui est réservée à la jeunesse dans la création d'entreprises. Et donc, pour preuve, il y a eu des mécanismes qui ont été mis en place pour accompagner les jeunes dans la mise en place ou dans la mise en œuvre de ces programmes. Et ces mécanismes sont en marche. Oui, je vais développer un peu dans la mise en place en œuvre de ces programmes. Je crois que ça a permis aujourd'hui, quand vous rentrez dans ce que nous appelons et centre de formalité d'entreprise, il y a par jour des entreprises qui se créent. Et bon, le gouvernement aussi avait mis en place un mécanisme, une structure qui accompagne les jeunes porteurs d'entreprises pour accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que, bref, dans l'entrepreneuriat, il y avait mis beaucoup d'accent dans l'entrepreneuriat. Donc, les jeunes, entre-temps, il y avait ceux qui avaient des meilleures entreprises, enfin, des meilleurs programmes, des projets. Les projets bancables là. Donc il faut aller les étudier. Nous avons vu en temps même, si c'est maintenant que c'est ralenti un peu, en 2020, si ça, le truc était bien, vous avez vu que tous les jeunes s'orientaient vers le programme. Même quand vous sortez dans la rue, vous allez voir quelqu'un qui pour rédiger programme, tout ça là. Vous avez vu des affiches comme ça. C'est ce qu'on avait fait comprendre aux jeunes que non, aujourd'hui pour réussir, il faut avoir un programme, un projet, il faut les rédiger bien. Et ça porte ses fruits. On va vous financer pour. Donc c'est ce qu'on avait dit à la jeunesse. Et donc les gens s'étaient lancés dans ce programme-là. Et petitement, on avait expérimenté ça, puisque on le disait que si vous faites un bon programme, on avait même formé des jeunes dans les structures où quand vous venez, on vous accompagne avec 2,5 millions. Et puis donc, c'est des établissements financiers qui se chargent de garder les fonds et on vous suit et on vous donne un peu petitement. Mais Batatra, je crois que dans un moment donné, ce système-là est resté dans les nuages. On ne sait pas qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce que le programme n'était pas bien en soi ou bien ceux qui doivent piloter le projet n'ont pas eu des aptitudes, enfin, n'ont pas eu comment l'appelle-t-on, ils n'ont pas eu des matières pour pouvoir quand même suffisantes pour pouvoir quand même continuer ce programme. C'est ça qui est un peu étonnant. Ça fait que les jeunes qui ont tenté, ceux qui n'avaient même pas la notion de créer d'entreprise, sont rentrés dans le jeu, ils ont créé, enfin, ils ont fait des formalités sans se créer. D'autres ont créé, ils sont allés s'endetter, ils n'arrivent pas à rembourser ça. Mais le taux de bancarisation prouve le contraire, visiblement. Oui, c'est ce que je dis. En 2020, c'est pourquoi je voulais savoir de quand à quand. Ça fait 2 ans. Voilà, ça fait 2 ans. Donc, le taux est constant. Dès la mise en place de ce programme, je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'étaient lancés vers le programme. Et c'est vrai qu'il y avait des mouvements qui sont faits sur les établissements financiers et tout ce que vous avez vu. Donc, les gens couraient dans tous les sens pour qu'on puisse apporter des coups de main, qu'on puisse financer et tout, sans toutefois expliquer à la jeunesse qu'est-ce que c'est qu'une entreprise. C'est en fait ça le problème. C'est-à-dire qu'une chose, ce n'est pas d'aller créer ou faire une formalité. L'autre, l'entreprise doit être une entreprise pérenne. On ne peut pas créer du jour au lendemain, disparaître, même tu ne peux pas être là. L'entreprise doit demeurer. Mais le plus souvent, ce que nous constatons, c'est qu'aujourd'hui, quand les gens créent, ils créent après même quand ils ne soient pas là à l'entreprise.
disparaît. Donc, c'est ce qui est dangereux. Donc, il y avait des mouvements, c'est justement ce qui explique le titre. Il y avait des mouvements dès la mise en place de ce programme-là. Il y avait des mouvements sur les... Donc, ça a donné une croissance du taux de bancarisation. Donc, les banques ont mouvé, il y a des établissements, donc c'est les banques qui prêtent aux établissements, et les établissements accompagnent les jeunes et tout. Donc, tout à l'heure, on vous dit même que vous avez un programme, vous avez un projet qui est bancable, même si vous n'avez rien sur votre compte, la banque peut vous accompagner, surtout avec l'histoire de jeunes femmes et entrepreneurs. Il y a tout ce problème-là qui a existé, qui a quand même mouvé les gens. Mais les gens, la banque étant une structure qui ne perd pas, qui vend de l'argent, a fait des mouvements, a constaté que il faut quand même donner un peu de recul parce que ce qui est en train de se constater, c'est qu'on n'arrive pas à avoir le retour sur investissement. Donc ça fait qu'il y a eu ce ralentissement-là. Et aujourd'hui, on ne constate plus ça. Donc l'État avait voulu juste quand même expérimenter ce programme-là pour quand même donner un pouce à la jeunesse parce que quand on forme les jeunes, l'État ne peut pas tous les employer, mais il faut trouver des mécanismes pour que les jeunes même puissent s'auto-employer. Donc c'est ça là qui a donné justement ce taux-là qui a été un niveau, mais ma foi n'a pas quand même été constant, mais va en décrescendo. C'est malheureusement ce qui est inquiétant. Alors Eric Johnson, cette tendance aussi peut s'expliquer par l'installation dernièrement au Togo de grands groupes bancaires. Oui, est-ce que c'est pas parce que les grands groupes là savent qu'au Togo, il y a encore des possibilités la possibilité d'avoir de pouvoir travailler sur le marché qu'ils viennent. Ouais, je crois que c'est plutôt l'attirance de notre marché économique qui amène ces grands groupes-là. Et le dernier, c'est la Banque du Mali, c'est ça? BCM, Banque commerciale du Mali. Du Mali, oui. Voilà. Donc, moi, je pense que fondamentalement, on veut que notre économie évolue, c'est-à-dire sorte de l'informel vers l'économie formelle, que l'on encourage quand même les Togolais à quand même aller vers les institutions bancaires. Parce que, vous savez, il y a des programmes, quand on les établit, pour en bénéficier, il faut déjà avoir un compte bancaire ou il faut avoir ne serait-ce, comment dire, un dépôt minimum. Un compte auprès de la Poste, d'autres institutions, surtout de microfinance et tout ça là, pour pouvoir bénéficier de ces programmes. Parce qu'on demande parfois quand même à regarder ce que vous faites, comment votre compte évolue, comment vous arrivez à manier ce que vous avez déjà pour qu'on puisse investir dans ce que vous voulez faire. C'est peut-être la seule garantie qu'on donne pour certains programmes. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, de plus en plus, les Togolais y vont parce que ça leur permet de bénéficier de certains crédits dont ils ont besoin pour financer leurs activités. Vous prenez par exemple le FNFI, qui a été un programme beaucoup critiqué, mais quand vous regardez de quelle manière aujourd'hui ce projet-là a aidé beaucoup de coopératives, puisque en fait il fallait se regrouper, il faut être ensemble pour pouvoir avoir des fonds. Donc aujourd'hui, quand vous regardez, la majorité de ceux qui ont bénéficié du FNFI sont en train d'avoir quand même un petit compte. Parce que après, il faut rembourser ce que vous avez pris. Puisque en réalité, ce n'est pas un don, c'est un prêt pour vous pousser, vous organiser vos activités et vous rembourser. Et donc déjà, tout ça, tous ces projets-là ont fait que le taux de bancarisation a augmenté dans le pays. Oui, ici le problème, c'est qu'on a présenté le tableau qui est synoptique, mais il faut comprendre que le Togo est en chantier. Quand on dit le Togo est en chantier, c'est sur tous les plans. Et donc, quand on dit chantier, veut dire l'argent.
Et donc, toutes les pistes, toutes les voies que nous voyons, on est en train de bitumer, tout ce que vous voyez comme activité ou comme, comment on appelle-t-on, projet en termes de développement et tout ça là, c'est dans les banques qu'on puise de l'argent. Donc, tant que le Togo n'est pas immobile, enfin, n'est pas stable, c'est-à-dire que le Togo mouve un peu, il y a toujours le mouvement sur les comptes qui basculent et qui font que... Bon, maintenant, la question que je me pose, est-ce que ça a un impact sur la population? En fait, c'est ma grande question. C'était l'objectif de ma première question. Oui, c'est-à-dire ici, aujourd'hui, il y a un taux de bancarisation qui est là. Ça, nous sommes d'accord, parce que ça bouge, on construit les routes, on fait des barrages, on construit des écoles et tout ça là. C'est les banques. Personne n'a l'argent chez lui. Pour prendre l'argent, pour faire des grandes œuvres comme ça, il faut aller vers les banques. Et c'est vrai, c'est les banques qui accompagnent. Tout ça là, est-ce que ça a un impact sur le quotidien ou le vécu du Togolais? C'est la grande question. Mais cette question, elle est diversement appréciée parce que quelqu'un dirait que ça a un impact parce que sans les routes, il n'y aura pas de développement. Sans les établissements, il n'y aura pas le développement. Voilà. Donc, tout ça là, nous sommes en train de dire que le taux de... tout le monde gagne. C'est-à-dire que les banques gagnent puisque eux, ils vendent de l'argent. Bon, maintenant, nous, en tant que citoyens, nous gagnons parce que nous avons des belles routes. Bon, maintenant, on finit avec les routes et tout. Il faut aller vers le social parce qu'aujourd'hui, quand les gens vont dire que le pôle du maïs a tel et tout, donc tout ça là mis ensemble. Je crois que c'est un effort qui est lancé, mais je crois que ce n'est pas rien, mais il faut aller au-delà. Les banques, le taux de bancarisation est élevé, c'est vrai, on avait des routes, on a tout, mais il faut quand même... Voilà, il faut accompagner ça avec d'autres mesures, hein, justement dans le cadre social. Ça a été un plaisir de vous avoir le temps. Oh là là. On est au terminus. Merci beaucoup, Eric Johnson. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes journaliste et directeur de publication de l'Union. Merci également au journaliste commis Valentin Mayaba, directeur de publication de Le Symposium. Merci également à vous. Très bonne semaine à vous tous. Merci.